C'est un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon peu de noir, c'est rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Netflix va-t-il propulser la popularité du rugby ? C'est la question qu'on va se poser avec Philippe Spanghero. La plateforme de vidéo Netflix va diffuser le 24 janvier sa série sur le tournoi Destination 2023, après la Formule 1 et le Tour de France. Pourquoi un tel choix ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là ? Et que peut apporter la série Netflix au rugby, Philippe Spanghero ? Alors, pourquoi ce choix ? Je pense que tous les grands sports majeurs et les grandes compétitions ont regardé avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé avec la Formule 1, Drive to Survive, qui a commencé en 2019, parce que le succès de cette série a été complètement hallucinant. C'est le groupe Liberty Media qui avait racheté les droits de la F1 en 2016 qui a pris cette initiative et qui a permis d'aller au-delà des espérances en termes de rajeunissement de l'audience, en termes d'élargissement de la cible de la F1, et en termes d'impact médiatique de cette compétition. Et donc, tous les sports essaient de reproduire ça. L'enjeu du rugby, il est clair, je le répète souvent, c'est CVC, le fonds d'investissement, qui avait la Formule 1 avant Liberty Media, qui a racheté les droits du tournoi Destination. Et l'enjeu de CVC, il est d'améliorer le produit, de le rendre mieux marketé, d'aller en tirer des revenus. Et quand on analyse ce qui se passe dans le rugby et dans le tournoi Destination, d'abord en quelques mots, en préambule, on parle quand même d'une des plus grandes marques du sport mondial en termes d'événements annuels dans l'hémisphère nord. On a une compétition très bien identifiée, avec une histoire très ancrée. Donc ça, c'est une base intéressante à travailler d'un point de vue marketing. Après, aujourd'hui, les revenus, ils viennent d'où ? Ils viennent de la billetterie. Ça, sur la billetterie, il n'y a quasiment aucun levier. On joue à guichet fermé tous les matchs, dans tous les stades. Les prix de billets sont déjà élevés, donc il y a peu de leviers. Les leviers qui nous restent, ils sont où ? Ils sont sur la valorisation des droits télé et ils sont sur la valorisation des produits sponsoring. Et donc, c'est en ça qu'une série Netflix sur le tournoi Destination, si elle avait l'impact, même à moindre mesure, qu'a eu l'impact de Drive to Survive sur la Formule 1, permettrait de faire, en élargissant l'audience, en rajeunissant l'audience et en allant chercher des nouveaux prospects passionnés de rugby, on pourrait beaucoup mieux vendre et les droits télé et les droits marketing. Et c'est ce que cherche à faire très certainement CVC et le Six Nations par cette initiative. Ouais, mais il y a quand même un défi pour Netflix, Félix Spanghero, c'est que tu as le plus vieux tournoi de rugby au monde, le tournoi Destination, qui est quand même un marronnier, qui revient chaque année à la même période, avec les mêmes participants. Comment événementialiser un tournoi qui a lieu chaque année au même moment avec les mêmes participants ? C'est quand même, raconter une histoire pour chaque année n'est pas non plus évident. Le sujet, c'est pas la temporalité, parce que il se passe la même chose en Formule 1. Le sujet, pour moi, c'est la dramaturgie. En fait, ce qui a créé le succès, la popularité de Drive to Survive, c'est le voyeurisme, entre guillemets. C'est-à-dire ce qui se passe dans les coulisses, la tension entre les pilotes exacerbée. C'est pour ça que beaucoup de pilotes ont refusé au fil des ans de participer à la série, en disant que tout ça était beaucoup trop scénarisé pour renforcer la dramaturgie. C'est les personnalités des patrons d'écurie. C'est ça qui a fait le succès. C'est pas tant la partie sport en elle-même. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de trouver ça dans le rugby ? Cette dramaturgie, on va dire. Je pense que oui, dans les vestiaires, dans les coulisses. Mais est-ce qu'on ouvre autant les portes à Netflix dans le rugby ? Est-ce que toi tu sais si la Fédé française a été ouverte là-dessus ? Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai quand même du mal à imaginer Fabien Galtier accepter ce genre de choses. Alors, peut-être que je me trompe. Moi aussi, parce que Fabien Galtier, il n'y a pas d'intérêt direct. Donc il faut préserver aussi. Peut-être que c'est contractuel dans les revenus du Six Nations. Alors non, je crois pas il doit y avoir un cahier des charges. Mais tu peux pas imposer aux sélections
d'aller aussi loin dans le voyeurisme. Donc après, je pense que il faut c'est subtil, hein, il faut que les équipes de prod s'intègrent bien, il faut qu'elles arrivent à se faire discrètes, parce que de toute façon, ce qui fera le succès, c'est la vie en coulisses, c'est-à-dire ce qu'on voit pas à la télé, ce dont on entend peu parler, et qui soit le mieux possible mis en scène. Voilà, et c'est ce qui fera le succès. Après, moi, la temporalité, c'est-à-dire de ce tournoi qui revient tous les ans, ça me fait pas peur. La vraie question, c'est les personnages. S'identifier aux personnages, à la dramaturgie des scénarios, à l'intensité des matchs, qu'on arrive à la ressentir, qu'on arrive à voir un peu ce qui se passe pour les joueurs en termes d'émotion. Voilà, et c'est ce qu'a réussi à faire Drive to Survive, et honnêtement, qui est assez exceptionnel. Qui est quand je regardais là pour préparer la chronique, l'impact chiffre, c'est hallucinant. C'est-à-dire que la deuxième saison a fait 50% de plus que la première, qui était déjà un carton. Le taux de lecture est très élevé par rapport à ce qui se passe d'habitude pour les séries Netflix. Mais ça surtout, fait des abonnements dans tous les sens à Canal+, hein, aussi. Hein, par des exemple. Abonnements dans tous les sens à Canal+ derrière, parce que ça a amené des gens à la Formule 1. On est passé de 36 ans de moyenne d'âge du public à 32 ans. On a rajeuni, donc avec un public plus large, plus consommateur de réseaux sociaux, de contenu, etc. Et puis surtout, la valorisation en bourse de Liberty Media, qui a racheté les droits de la F1, suite à la série Drive to Survive, a pris 50%. Ah ouais. Ah, c'est énorme. Non, c'est absolument énorme. Du coup, est-ce qu'on peut imaginer, parce que ça a été choisi, il y aura donc des flocages sur les maillots des joueurs durant ce tournoi des destinations. Est-ce que justement porter des flocages nominatifs, ça va dans le sens de la diffusion d'un tel rendez-vous, de l'accessibilité à ce sport? Est-ce que tu vois une sorte de cause à effet? Ah, je vois clairement une relation de cause à effet. Clairement. S'il n'y a pas l'enjeu de cette série Netflix, de la création d'un storytelling avec un média très fort autour des joueurs, il n'y avait pas grand intérêt d'automatiser les noms. On a eu un débat sur le sujet par rapport à ce que ça pouvait générer d'un point de vue marketing, la vente de maillots, etc. J'étais assez sceptique par rapport à ça. Donc clairement, l'enjeu, il n'est pas là. Il est qu'un public qui ne connaît pas bien les joueurs puisse les identifier plus facilement au fil de la série avec les noms sur les maillots. Alors, tiens, juste avant d'entrer dans le débat, juste tour de table très rapide. Quel est le moment du tournoi Destination 2023 que vous avez hâte de revoir sur Netflix, du coup? Tiens, Quentin Cavanis. Moi, j'ai choisi, hein. C'est la victoire à Twickenham, hein. Le carton à Twickenham de l'équipe de France. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça, mais j'ai hâte de le revoir. Les vestiaires après défaite aussi, ça peut être, tu vois. Moi perso, c'est l'après France-Irlande. Ouais, tu vois, c'est Irlande-France. Tu vois, c'est ce que je dis, les vestiaires après défaite, ça, de ce match-là, ça peut être quelque chose aussi. Hein. Non, mais au-delà de ça, parce que de ce qu'on m'en a dit, ça a été le match qui physiquement a le plus marqué les joueurs de toute leur carrière, quoi. Ah ouais, quand même à ce point-là. Et donc on a hâte de voir ça. Question débat. Et là, j'ouvre la discussion à tout le monde, à Clément, à Quentin et à Philippe. La starification du rugbyman, quand je parle du rugbyman, de l'individu, est-elle profitable au sport collectif qu'est le rugby? Parce qu'on connaît ce genre de production, quand une production trouve des bons clients entre guillemets, donc des joueurs qui ont de la gouaille, qui ont quelque chose, qui ont des adversités, des choses, ils vont se concentrer sur certains joueurs. Évidemment, c'est pas tous les joueurs qui vont avoir la lumière. Donc on va starifier, on va mettre de la lumière sur certains individus. Est-ce que c'est profitable au rugby, sport collectif par excellence? C'est une question un peu philosophique. J'aimerais bien avoir votre avis. Quentin Cabanis. Mais après, le fait aussi de mettre les noms sur les maillots, ça amène ça aussi. De donner plus d'importance à la personne qu'à l'équipe elle-même. Mais est-ce que le rugby va être grandi de cette starification, de ce focus sur les individus, selon toi? Après, économiquement peut-être, mais quel est ton avis? Évolue comme ça aussi. Je veux dire, on glorifie un petit peu tout le monde et tout et n'importe quoi. Donc alors pourquoi le rugby échapperait à cette règle? C'est... Philippe Spanghero, est-ce que cette starification du rugbyman en termes d'individu est-elle profitable au rugby?
où je suis assez persuadé que oui, avec une certaine limite à ne pas franchir, comme on a pu la franchir avec Antoine Dupont, par exemple, pendant la Coupe du Monde, ou quand les langues se sont déliées, des joueurs n'en voulaient pas à Antoine Dupont, mais trouvaient qu'on était allé trop loin. Mais là, je pense qu'il y a eu une hystérie par l'événement qui était la Coupe du Monde chez nous et qui a dépassé un peu l'entendement. Mais malgré tout, on sait très bien que dans le rugby, quand on manque de tête d'affiche, le produit est moins facile à vendre. Donc la finalité de tout ça, c'est de rendre le produit attractif. Et pour amener des gens qui connaissent pas ce sport à le découvrir, ça passe par la découverte de ces grandes figures. Clément, ton avis? Je rejoins Philippe sur tout ce qu'il a dit à la fin. La question que je me pose, c'est est-ce que la starification du rugby, elle est profitable au rugby? Est-ce qu'elle sera profitable au jeu à l'avenir? Parce qu'à force d'individualiser les joueurs, que ce soit dans les médias ou en dehors, pour vendre justement ce produit que sont les matchs ou les championnats, est-ce que finalement le jeu ne tendrait pas aussi vers cette tendance-là et est-ce qu'on n'en oublierait pas les fondamentaux de ce jeu quand même, qui est un jeu collectif par excellence et le rugby est peut-être le sport collectif plus que d'autres qui se gagne en équipe avant de se gagner grâce au talent d'un ou plusieurs joueurs. Non mais tu vois, moi je te rejoins là-dessus. Alors j'irai pas je suis pas inquiet entre guillemets, mais j'ai une toute petite réserve effectivement moi aussi sur cette starification de l'individu rugbyman. Voilà donc la chronique de Philippe Spanghero que vous pourrez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur la chaîne YouTube. Vous êtes près de 900 000 abonnés et en podcast et bien évidemment sur sudradio.fr.